Il y a quelques jours, j'ai publié un post sur LinkedIn dans lequel je raconte mon histoire et j'explique comment est-ce que je suis passé de freelance copywriter, rédacteur à solopreneur avec mes propres programmes d'accompagnement et de formation. Dans ce post, j'explique que pour la deuxième année de suite, je vais dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et dans le post, j'explique la réalité marketing derrière ce chiffre, qui est selon moi la grosse différence entre le fait d'être freelance et solopreneur, c'est toute l'infrastructure marketing à déployer pour faire cette transition. Et en commentaire, j'ai eu une super question de la part d'Andrea qui me demande à partir de quel palier d'abonnés, de visiteurs, est-ce qu'on pense que la transition je fais des prestats vers je crée mes produits, donc ce que j'ai fait, devient viable. C'est un sujet qui me questionne et j'ai aucune idée de l'échelle qu'il faut viser avant d'envisager la suite. C'est une question qui est très importante, que moi je me suis posée pendant très longtemps, que tu te poses peut-être en regardant cette vidéo, et j'aimerais te donner des éléments de réponse dans cette vidéo. Je ne vais pas te donner la vérité absolue, par contre je vais mettre en lumière quelques points importants et je vais te partager en tout cas ma vision des choses. Allons-y sans tarder. Donc je t'ai préparé un petit document. Pour démarrer, je vais faire un tout petit comparatif entre les activités de freelance et l'activité de solopreneur et je vais t'expliquer déjà les éléments qui les distinguent. Quand tu es freelance, tu fais essentiellement de la prestation de service et, sauf exception, tu es surtout en B2B, c'est-à-dire que tu vas vendre tes services à des entreprises. Le produit que tu vends, donc ton service, ce sont tes compétences. Ça peut être des compétences de copywriter, de rédacteur comme moi. Ça peut être du graphisme, ça peut être du design, du code. Voilà, il y a plein de services possibles. Ce qui est très important à comprendre, c'est que quand vous êtes freelance, vous vendez un service clair, qui est bien déterminé, qui est bien compréhensible, qui apporte une solution à un besoin identifié et pour une cible qui est bien identifiée. Je rédige des articles de blog, service clair, qui répond à un besoin de générer du trafic qualifié pour me faire connaître, pour une cible définie, pour tel type d'entreprise et pourquoi pas dans tel type de secteur. Ça, vous pouvez le décliner en fonction de tous les métiers. Voilà ce que j'ai mis ici, par exemple dans l'immobilier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les caractéristiques d'une activité de freelance, c'est que globalement, vous avez besoin d'avoir entre 2 et 4 clients par mois. Parce que globalement, votre panier moyen par client, c'est, on va dire, je vais mettre 1000 euros. C'est-à-dire que un client, ça va vous rapporter 1000 euros par mois. Par exemple, si vous faites de l'article de blog, ça n'a pas de sens d'écrire une fois un article et après d'arrêter. Le gros avantage quand on est freelance en création de contenu, c'est que il y a besoin de faire de la récurrence, il y a besoin de publier tous les mois, toutes les semaines, et donc on peut vite écrire 2, 3, 4, 5 articles par mois, et donc atteindre un panier moyen qui va se compter en plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Donc c'est pour ça que, voilà, typiquement, vous pouvez faire un chiffre d'affaires de 4-5 000 euros par mois avec peut-être 2-3 clients. Et l'autre gros avantage, c'est que ces clients, ils peuvent être également récurrents, c'est-à-dire que vous pouvez les avoir sur plusieurs mois. Donc ça, c'est la première caractéristique. Panier moyen assez élevé, faible nombre de clients nécessaires. Et donc, une fois qu'on comprend ça, on comprend que les leviers pour aller trouver des clients, ils sont globalement au nombre de 4. Il y a 4 grands leviers. Le levier numéro 1, c'est faire de la création de contenu. Ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Insta, ça peut être faire un blog SEO. C'est également de la prospection. Voilà, ça c'est le deuxième grand levier. Le troisième levier, ce sont les plateformes de freelance. Parce que, encore une fois, vous vendez un service qui répond à un besoin bien défini. Voilà, vous avez plein de plateformes de freelance qui mettent en relation des freelances et des clients qui ont besoin de compétences et des freelances qui vendent leurs compétences. Et le point numéro 4, c'est par exemple du networking. Vous allez trouver vos clients par le bouche à oreille, par le fait que vous avez un réseau dans votre domaine et on vous recommande pour des missions. Donc ça, c'est les caractéristiques d'une activité de freelance. Vous vendez des services en B2B, vous avez besoin de peu de clients par mois parce que vous avez un panier moyen qui est élevé avec de la récurrence. Intéressons-nous maintenant à l'activité de solopreneur. L'activité de solopreneur, elle est différente parce que la première caractéristique, c'est que c'est beaucoup plus flou et c'est moins évident.
en fait, ça va être à vous d'aller créer vos propres produits, vos propres services en ligne. Ces services-là, ils peuvent être de plein de natures différentes. Alors, il y a à la fois plein de natures différentes et en même temps, le champ des possibles n'est pas si varié que ça. C'est de l'accompagnement, des formations. Donc, ça peut être en cohorte, enregistré, en ligne, pourquoi pas en présentiel. C'est donc des formations, c'est peut-être du sponsoring. Donc, on a une marque qui va venir sponsoriser ce que vous faites. Ça peut être du coaching, en groupe, individuel, synchrone, asynchrone, tout est possible. Ça peut être de l'e-book. Là, vous allez vendre de l'accès à un PDF, à un livre. Ça peut être l'accès à une communauté. Et je ne l'ai pas mis parce que c'est un peu plus complexe, mais pourquoi pas la création d'un logiciel SaaS. Ça demande des compétences de dev que je n'ai pas, mais c'est aussi une option. Voilà. Donc vous voyez que voilà, c'est essentiellement des services en ligne. Et là, la grande différence, c'est que vous ne répondez pas à un besoin bien identifié pour une cible bien identifiée. C'est à vous de le créer. C'est à vous de construire ça. C'est à vous d'identifier sur le marché un problème qui n'est pas assez résolu auprès d'une certaine cible pour vous construire un produit, construire une offre qui va y répondre. Ça, c'est le premier gros changement à avoir en tête. Et ensuite, sur la nature de l'activité, il y a autant de types d'activités qu'il y a de solopreneurs, mais par contre, les caractéristiques, c'est que globalement, votre panier moyen, il va quand même être plus bas que celui d'un freelance, surtout au début. À terme, vous allez pouvoir vendre des produits chers qu'on appelle high ticket, mais au début, ça demande de la confiance de vendre ces produits-là. Il faut d'abord faire ses armes, il faut d'abord s'habituer à vendre ses produits et à fixer ses prix. Donc, on va dire que vous allez démarrer avec un panier moyen par client de 500 €, ce qui est déjà assez élevé. Vendre un produit 500 €, c'est pas évident. Ce que j'ai pas dit également, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que votre cible, elle va aussi être en B2C, beaucoup plus qu'en freelance. La cible peut être hybride. Vous pouvez avoir une partie en B2B, une partie en B2C, mais encore une fois, c'est beaucoup moins flou. C'est beaucoup plus flou. Et qui dit produit moins cher, dit besoin de plus de clients pour faire tourner son activité. Et donc là, par exemple, si vous vendez à 500 €, vous allez avoir besoin à minima de trouver 10 clients, voire pourquoi pas plus, si vous voulez aller plus haut. Et l'autre grosse différence, c'est que, sauf exception, mais c'est très rare, vous allez avoir beaucoup moins de récurrence qu'une activité de freelance. Encore une fois, vous vendez des articles, vous vous engagez sur la durée, vous êtes intégré à l'équipe marketing du client, ça peut tourner sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je connais plein de freelances qui ont des missions longues avec des clients. Quand vous vendez des formations, de l'accompagnement en ligne, généralement, c'est rarement aussi long. C'est peut-être plutôt, moi je fais des bootcamps qui durent 2 mois, 3 mois, avec un prix pour tout ça, mais il n'y a pas vraiment de système de récurrence. Et si je veux que les gens rachètent quelque chose chez moi, il faut que je crée une nouvelle offre, que je leur vende cette nouvelle offre-là. Donc, il y a besoin de beaucoup plus de clients quand on est solopreneur. Et si on s'intéresse aux leviers actionnables pour trouver des clients, encore une fois, il peut y avoir des exceptions, mais j'ai envie de dire que la création de contenu, c'est quasiment un incontournable. Je connais très peu de solopreneurs qui tournent sans créer du contenu. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, vous avez besoin de beaucoup de clients. Qui dit beaucoup de clients dit je dois toucher beaucoup de monde. Et le seul moyen de faire ça à l'échelle, de pouvoir toucher du monde, c'est précisément de publier du contenu. Votre contenu, il peut être lu 1 fois, 2 fois, 10 fois, 10 000 fois. Et donc, vous avez un effet de levier par rapport à ça. Donc pour moi, ça, c'est la principale différence entre freelance et solopreneur. Si on creuse un petit peu sur le type de contenu que vous devez créer, pour moi, il y a 2 types. Numéro 1, c'est du contenu, on va dire, d'acquisition. Donc, c'est comment je me fais connaître. Comment est-ce que des personnes me découvrent. Ça, c'est le nerf de la guerre. Si personne ne vous connaît, ne vous découvre, personne ne va voir ce que vous faites. Ici, les leviers, en fait, c'est essentiellement du contenu court. Il y a plusieurs options. Option numéro 1, c'est faire du contenu court. Des contenus courts, donc ça peut être Insta, les shorts, les TikTok, Twitter, LinkedIn. Donc pourquoi est-ce que c'est ça, Parce que en fait,
Vous êtes sur des plateformes avec un algorithme qui peut vous mettre en avant, qui peut vous recommander auprès de gens qui ne vous connaissent pas si votre contenu il est pris par cet algorithme-là. Il y a 2 autres options, selon moi. C'est le SEO. Pourquoi le SEO ? Parce qu'en fait, vous allez positionner votre site en face de requêtes que tapent les gens dans votre domaine. Moi, c'est ce que je fais. Je fais pas mal de SEO sur mon site parce que c'est un moyen. Le gros avantage du SEO aussi, c'est que c'est un moyen durable et stable pour acquérir du trafic. Quand vous publiez un contenu sur Insta ou sur LinkedIn, en fait, sa durée de vie est de 48 heures. Un article de blog, sa durée de vie, elle peut être de 2, 3, 4, 5 ans. Ça n'a rien à voir. Et je mets également ici YouTube parce que pour 2 raisons. Il y a aussi un algorithme sur YouTube qui peut vous mettre en avant si votre vidéo elle perce. Et puis, vous avez aussi un système de SEO. Donc là, on va dire que c'est du contenu long, SEO YouTube, et du contenu court. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez accélérer sur LinkedIn, j'ai enregistré une masterclass complète d'1 heure qui partage, selon moi, les 4 grands piliers à appliquer pour avoir une stratégie de contenu qui performe et qui permet de générer des clients sur LinkedIn. L'important, c'est pas de faire des likes, c'est pas uniquement d'être visible, c'est d'attirer des clients, c'est de toucher des prospects qualifiés. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez la visionner quand vous voulez et c'est 100% gratuit. Et ensuite, une fois que on se fait connaître, il y a une deuxième réflexion à avoir qui est comment je crée un lien avec mon audience. Comment je crée de la confiance. C'est pas tout de se faire connaître. Encore faut-il que l'audience elle a envie d'aller plus loin avec ce qu'on propose. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le contenu court, c'est du contenu qui, par définition, qui par essence, n'est pas un contenu qui va permettre de créer un lien avec les gens. C'est un contenu qui va permettre d'être visible, d'être mis en avant. Mais il va vous falloir un deuxième type de contenu pour créer de la confiance. Et là, ça passe essentiellement par du format long. Il y a plusieurs options ici. Le gros incontournable, selon moi, c'est la newsletter. Non seulement parce que c'est ce qui permet de créer un lien avec les gens, mais c'est aussi peut-être le plus gros canal de vente. En tant que solopreneur, vous allez faire l'essentiel de vos ventes via votre newsletter, ou en tout cas via des systèmes d'email, qui soient automatisés ou non. Les 2 sont possibles. Mais vous avez besoin d'une newsletter. Et l'autre avantage de la newsletter, c'est que, à la différence d'une plateforme des réseaux sociaux, de LinkedIn, de YouTube, de Instagram, vous possédez, entre guillemets, l'email des gens et donc vous pouvez leur envoyer des communications. Vous n'êtes pas filtré par un algorithme. Ça, c'est la grosse différence. Donc, on a la newsletter, on a des formats comme le podcast ou YouTube. Le podcast, c'est très très bien. Par contre, ce n'est pas un format qui va vous permettre de vous faire découvrir parce qu'il n'y a pas vraiment de système de découvrabilité, il n'y a pas d'algorithme qui vous met en avant. Le podcast, il est écouté par les gens qui vous connaissent déjà. Donc, il faut avoir ce premier levier pour se faire connaître. Et puis, voilà, également, je peux ajouter un blog ici. Ça marche aussi bien. Donc ça, ce sont les 4 grandes options. Vous voyez que c'est essentiellement du format long. C'est ce qui permet de rentrer dans le détail. Et surtout, quand on est solopreneur, on va également vendre une expertise, des compétences, de la crédibilité. Si quelqu'un fait appel à votre accompagnement, à vos formations, c'est parce qu'il vous considère comme crédible pour l'aider sur son problème. Et pour créer cette crédibilité, c'est difficile de le faire autrement que via du contenu long. Et puis, je vais même ajouter un 3e moment qui est un 3e type de format, c'est des moments de vente. Comment est-ce que vous vendez vos produits ? Encore une fois, je disais, la newsletter, c'est très bien pour ça. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Parce que, en fait, vous allez difficilement vendre sur LinkedIn ou sur Insta. Les gens ne sont pas forcément là. Ça peut arriver, hein, mais les gens ne sont pas spécialement là pour acheter tout de suite. Encore une fois, ils ont d'abord besoin de créer un lien avec vous. Et donc, ces moments de vente, hop, je vais vous les mettre. Vous allez avoir des séquences email de vente. Ça, c'est un premier point. Vous allez avoir, autre point, pourquoi pas des masterclass. C'est un format qui marche très bien. Et vous allez avoir également peut-être des appels, des calls, des appels de consultation. Voilà, on appelle ça un peu comme on veut.
mais un moment où c'est d'avoir une discussion avec votre prospect pour lui présenter votre offre. Donc vous voyez que déjà, l'infrastructure, elle est beaucoup plus importante que ce que vous avez besoin de déployer simplement en tant que freelance. Donc vous voyez que l'infrastructure à déployer, ça commence à devenir sacrément costaud, hein. C'est pour ça que dans mon post, je parlais de la réalité marketing derrière une activité de solopreneur qui se développe bien, parce qu'il y a tout ça. Et le dernier point que je vais vous montrer par rapport à ça, c'est vous donner peut-être un peu des chiffres, parce que c'était la question que me posait Andrea dans son commentaire. Si on part de la fin, donc si on se dit par exemple que vous avez besoin de 10 clients par mois, hop, je vais vous le mettre comme ça. Ici, il vous faut 10 clients par mois. Ok. Globalement, si vous faites, je vais le mettre comme ça, 10 clients, ça veut dire que si on imagine, c'est pas un chiffre scientifique, mais c'est un bon indicateur à avoir en tête, si on s'imagine que vous allez convertir 5% de votre liste email en client, eh ben, ça veut dire qu'il va vous falloir 500 abonnés sur la liste email. Ok. Donc là, vous avez un taux de 5%, ce qui est très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, au début, vous allez avoir les personnes qui vont être les plus chaudes, entre guillemets, qui vous connaissent, qui ont créé un lien avec vous. Donc, elles vont tout de suite acheter. Mais une fois que ces personnes elles auront acheté, vous devrez renouveler d'autant plus votre base. Donc, il y a non seulement un enjeu de volume et de constamment renouveler la base. Et l'autre question devient comment est-ce qu'on remplit cette liste email? Comment est-ce qu'on fait? Là, pareil, si on s'imagine que, là, je prends un taux pareil, assez réaliste, c'est que 1% des gens qui vous découvrent sur Internet via votre contenu vont à un moment vous laisser leur email. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez 50 000 vues, 50 000, on va dire, même pas forcément impressions, mais que vous touchiez en tout cas, je vais mettre des vues, mais c'est plutôt des personnes, il faut que vous touchiez 50 000 personnes par mois. Sur ces 50 000, 1% vont vous laisser leur adresse mail, ça vous donne une base d'email à 500 personnes. Sur ces 500 personnes, quand vous lancez un produit, il y en a 5 qui vont acheter, il y en a 5% qui vont acheter votre produit, ce qui vous fait que 10 clients. Encore une fois, c'est parfois un peu plus, c'est parfois un peu moins. Ça dépend de votre thématique, ça dépend de plein de choses, mais c'est un très bon indicateur à avoir en tête. Et donc, c'est pour ça, ce que j'explique dans le post, c'est que notamment le nerf de la guerre, c'est ça, la visibilité. Au début, c'est de se faire connaître. Et donc, c'est pour ça que moi, concrètement, aujourd'hui, je dédie 2 heures de mon temps, de chaque journée, à ça. Je fais du SEO. Et je publie un post tous les jours sur LinkedIn depuis maintenant 2022 parce qu'il n'y a pas le choix en fait. C'est comme ça, c'est le type d'effort, c'est le type d'intensité que je dois mettre en place pour toucher autant de personnes. Moi, aujourd'hui, je fais entre 100 000 et 200 000 vues sur LinkedIn par mois. Je fais entre 3 000 et 5 000 visites sur mon blog par mois. Alors le blog, ça convertit mieux en termes de liste email, mais ça vous donne une indication. Et en tout cas, voilà, le vrai nerf de la guerre, il est ici, c'est avoir ces chiffres en tête. Et encore une fois, c'est pas toucher 50 000 personnes une fois, mais c'est le faire quasiment tous les mois parce que vous avez besoin, encore une fois, d'un volume d'audience et de renouveler également cette audience. J'insiste là-dessus, les deux sont tout aussi importants. Voilà, j'espère que ça vous donne des petites billes, des petites pistes pour vous aider dans votre réflexion. Je le redis, si vous souhaitez commencer à enclencher ce travail-là, j'ai une masterclass LinkedIn, vous avez le lien dans la description. Et mon conseil par rapport à ça, c'est si vous voulez faire la transition, eh bien, c'est de faire les deux en parallèle, c'est d'avoir une activité de freelance et commencer à construire votre infrastructure marketing pour à un moment pouvoir faire la transition vers le solopreneur. Moi, ça m'a pris 2 ans. J'ai pris 2 ans. Je me suis lancé début 2020. J'ai fait du freelance pour générer du chiffre d'affaires rapidement. Et en parallèle, j'ai construit
mon site, ma présence en ligne, mon contenu pour qu'à un moment, j'ai assez d'audience, de visibilité de liste email pour pouvoir faire la transition. Et ça m'a pris 2 ans avant d'être réellement à temps plein sur mon activité de solopreneur. Si vous avez des questions, je vous donne rendez-vous en commentaire. Merci beaucoup.